l'offre de cours, oui. Et aussi, on va dire, les organismes de transfert technologique. Donc, je vais parler aussi un tout petit peu du CEA. Effectivement, le CEA, les gens s'imaginent que c'est que du nucléaire. Mais effectivement, le CEA a été créé, je dirais, au sortir de la guerre par le général de Gaulle pour doter la France de sa souveraineté nucléaire. Mais derrière, une de ses missions, et en particulier de CEA Tech, on va dire, une mission de ressourcement et de transfert technologique, est justement de permettre au tissu industriel français de bénéficier de briques technologiques génériques qui ont été développées à l'origine pour le nucléaire, mais qui sont aujourd'hui développées, on va dire, à destination des entreprises, tout type d'entreprise, tout type de filière, tout type de taille. Derrière, justement, on a aussi une implantation locale qui va bientôt être effectuée dans le Pas-de-Calais, justement. Donc, on va pouvoir travailler localement avec le tissu industriel. Et donc là-dessus, on va dire, nous, on a un rôle de sensibiliser justement les PME et les industries par rapport à ces nouvelles technologies, vecteur de compétitivité, et donc du coup, vecteur ensuite d'activité, d'emploi. Donc derrière, la cobotique pour nous est un élément comment dire, stratégique, identifié aussi, on va dire, par les différentes études, comme étant, on va dire, une des technologies génériques clés. Alors il y en a bien d'autres, évidemment, on a parlé de numérique, on a parlé aussi d'outils métrologiques de qualité, mais une des technologies qui va faire la différence, et on espère que la France, justement, va pouvoir jouer cette très forte carte et tirer parti au maximum de la mise en relation donc, de son offre, qui commence à se constituer, qui est très différenciante et très intéressante par rapport à l'offre internationale, et par rapport à son adoption dans son tissu industriel. Il y a peu de s'y mettre. Tout à fait. Et donc, évoluer donc, sur le sujet, c'est important. Merci Jean-String. Un petit mot pour rappeler avant les questions ce dispositif RoboStart PME. C'est important, hein, bien sûr, l'investissement et le coût. Donc cette aide est la bienvenue, une aide, donc un dispositif qui est organisé par le CETIP, le Centre technique des industries mécaniques. RoboStart PME qui est accessible à toute PME au sens européen du terme. Une PME qui ne possède pas encore de robots. Il y a un accompagnement et puis un financement de 10% de l'investissement de la cellule robotique. Il y a également des prêts robotiques de BPI France. Un représentant pour votre information du CETIP, si vous êtes intéressé, est présent ici au cours de ce rencontre industrielle. Vous pouvez aller le rencontrer si vous souhaitez plus d'informations. Alors voilà, maintenant c'est à vous. On a dit beaucoup de choses, mais vous avez très certainement des questions pour nos intervenants. On va faire circuler un micro. Non, je rigole. On va pas très bien dans la salle, mais allez-y, n'hésitez pas. Hein. Ça devait être très clair. Ça devait être très clair. Peut-être le temps que quelqu'un réfléchisse à une question. Est-ce que l'un de vous souhaitez rajouter quelque chose à la conclusion de Jean-String sur cette opportunité à saisir? Peut-être d'abord au niveau du calendrier aussi. Est-ce que c'est maintenant? C'est pas demain, hein, c'est maintenant. Hein. Oui, c'est maintenant. Et l'idée, c'est pas forcément de développer l'outil productif d'aujourd'hui, mais de demain et d'après-demain. Donc évidemment, on est en train de construire le futur. Hein. Il y a des programmes usines du futur, effectivement, qui prennent ça en charge aussi au niveau national. Mais l'objectif, c'est, on sait qu'on a un retard, donc voilà, on l'a tous constaté. Maintenant, c'est pas forcément avec les outils d'aujourd'hui, on va dire, de rattraper ce retard, parce que du coup, les autres auront avancé. C'est directement, on va dire, d'envisager l'usine de demain et d'après-demain. Je suis tout à fait d'accord. Et ça va très vite aussi, en faisant la technologie. Je suppose que les gogos, mais vous l'avez dit, on peut les réadapter, ils sont facilement, enfin, on peut les mettre à jour facilement. Oui, c'est ça. L'informatique, en fait. Il y a une vraie flexibilité de déploiement et d'évolution. On ne risque pas d'avoir quelque chose d'obsolète au bout de quelques mois. Quoi. Non, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée, c'est des choses qui sont donc évolutives et qui sont facilement programmables pour rester à la pointe de la technologie. Une petite question? Non? Ah, voilà, monsieur. Une question. Bonjour, Pascal Buffet, directeur général adjoint de développement économique à l'agglomération de Cheval-de-Centre. On parlait de cette révolution industrielle d'accompagnement de l'être humain dans le geste. Vous disiez que nous avons quelques lustres de retard sur cette technologie. Nous sommes sur un tissu industriel vieillissant qui va devoir s'adapter. Nous sommes sur un territoire, je parle du territoire de la Seine-et-Marne, sur un territoire aussi où la qualification du personnel n'est pas optimale. C'est une constatation que nous faisons régulièrement. Donc, comment envisagez-vous ce changement rapide
avec une employabilité qui peut être plus incertaine. Est-ce que ces outils sont facilement intégrables dans une entreprise? Est-ce qu'ils sont facilement assimilables ou est-ce qu'il faut des formations spécifiques et avoir travaillé sur un bassin d'emploi différent que celui de l'agglomération? Ouais, Marie-Christine Moretti. Je vais vous donner un exemple de Kobo. Un drone, par exemple, est un Kobo. Donc, une personne qui n'a pas un diplôme élevé aujourd'hui peut très bien prendre possession en fait de ce genre de Kobo. Au niveau informatique, les systèmes sont développés de telle sorte que les personnes puissent prendre possession très très rapidement sur ce genre de technologie. Ça c'est pour le court terme, après sur le long terme il y a une formation qui est possible. Voilà. Après c'est effectivement la formation tout au long de la vie, quand on parle de robotique et de robotique, c'est effectivement d'amener le personnel à avoir une formation plus intéressante et plus importante, mais au concret en fait, auprès des métiers. Et donc le territoire est tout à fait. Est-ce qu'il y a... Vous souhaitez rajouter quelque chose, Caro? Oui. Moi, je pense que quand on observe la situation de l'industrie française, comme vous disiez, qui est en retard, qui est un peu vieillissante, elle a aussi cette particularité finalement d'avoir des grands groupes encore qui sont là et qui finalement arrivent à se rester connectés à des projets, à des grands projets. Et sans doute après des entreprises qui ne se sentent pas concernées ou qui ont peur et qui n'ont pas forcément la capacité de sauter parce qu'elles pensent qu'il y a de l'investissement. Donc ça c'est très français aussi ce problème. Je pense qu'en Allemagne, en Italie, il y a des tailles de PME qui sont adossées aux grands groupes, ou au Japon également, qui constituent un corps intermédiaire d'entreprise, qui vont plus facilement avoir accès dans un deuxième temps, ou éventuellement même quelquefois avant les constructeurs, ou avant les grandes sociétés, à ces technologies. Donc ça c'est un point sensible de la particularité française, je dirais, sur lequel peut-être que des rencontres comme celle-là, mais également peut-être je vois l'ARIA qui est ici, on doit avoir des structures qui doivent permettre d'accompagner, de promouvoir justement cet aspect simple, cet aspect accessible par de la démonstration physique, en amenant sans doute des entreprises plus petites et en les aidant finalement à mettre ce premier pied à l'étrier, parce que c'est typiquement, comme l'a dit très bien Marie-Christine, c'est la défense de la compétitivité, elle est globale. Donc on ne peut pas simplement repositionner les grands groupes à refaire de l'industrie en France si on n'a pas un accompagnement plus large et donc donner accès à ces technologies à un réseau plus large, c'est capital. Donc pour moi c'est un point clé, vous avez tout à fait raison de le mentionner. Et donc il y a des structures qui sont quelque part en train de se mettre en œuvre pour aider ça. Merci Franck Caro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Olivier Hutin, donc je préside un petit groupe de mécanique et je suis aussi président du pôle d'excellence Mécanov. Bon, c'est vrai qu'on pense souvent en robotique, bon, par exemple chez Renault pour de la série. Dans la mécanique, la région notamment, il y a beaucoup de petites PME, beaucoup de sous-traitants. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de mécanisation, robotisation, cobotisation dans ces domaines, dans des petites entreprises sous-traitantes? Marie-Christine, non? Ah, une question de confidentialité, Olivier. Vous voulez des exemples d'entreprises qui s'y sont collées dans des... Comment on peut faire en mécanique, par exemple? Pas avec des noms, mais simplement des exemples d'application. Des exemples d'application. Marie-Christine Moretti, sans donner les noms, des choses qui peuvent être faites au niveau de la robotisation dans des PME sous-traitant d'industrie mécanique, c'est ça? Alors je vais donner plutôt des exemples sur lesquels je peux parler, puisque j'ai effectivement la confidentialité et par rapport aux grands groupes et par rapport aux PME qu'on accompagne. Par exemple, si je prends la métrologie qui est en domaine, c'est la mesure 100%, par exemple, lorsque c'est demandé par le donneur d'ordre, par de la vision neuronale. Donc c'est un système qui apprend tout seul et qui prend en fait les différentes informations demandées, enfin programmées au préalable, et avec l'intelligence artificielle et le neuronal donne l'interprétation complète sans intervention importante, en tout cas de la ressource humaine.
au niveau analyse, ce qui permet effectivement d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément ingénieurs en face pour pouvoir utiliser ce genre de choses. Donc c'est des contrôles 100%, c'est de la vision, ça peut être aussi au niveau de fabrication, un niveau de fabrication surtout avec de l'assemblage. Donc là c'est typiquement un peu pour la sous-traitance au niveau ferroviaire ou au niveau automobile, où là il y a effectivement le soudage, les robots de soudage, etc. Mais je ne peux pas expliquer vraiment sans rentrer dans la... Ça va, c'est clair, Olivier Hutin, pour vous? Ça donne quelques pistes. Luc Messian de l'ARIA, de la Pas-de-Calais et du pôle automobile. Je vais répondre à Olivier, une partie des réponses. Il y a des exemples, bien sûr sur la compétitivité pour améliorer le prix de revient. J'ai donné des noms parce que je peux le faire. Il y a un exemple qui est assez proche pour moi. J'ai visité l'entreprise Galet à Douvrin. Ils ont automatisé complètement leur ligne pour faire je cherche le terme, par soleil. Et ils fabriquent je sais plus, c'est 30 ou 40% de la production européenne de pare-soleil à Douvrin. Pare-soleil pour les véhicules Pour les véhicules toutes marques. D'accord. Voilà. Même les Allemands, c'est fait à Douvrin. Après, il y a beaucoup d'opérations, comme l'a dit Franck, beaucoup d'opérations sensibles, on va dire la peinture. Il y a beaucoup de PME qui investissent aussi dans la peinture pour éviter toutes ces émanations. Et comme j'ai le micro, j'en profite pour rebondir sur ce que vous avez dit, Jean, sur la partie prise de risque pour robotiser. Moi, c'est plus un témoignage que je vais donner, parce que j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise qui était franco-espagnole et qui avait une démarche très différente dans la prise de décision. Et le patron espagnol disait toujours, un robot, ça s'amortit sur sa durée de vie, ça ne s'amortit pas en compta. Et je pense que c'est ça la réponse, elle est là aussi, et que ne raisonnez pas par rapport à une vision comptable, de dire ça s'amortit sur 5 ans, et on doit rentabiliser sur 5 ans, un robot, ça s'amortit sur sa durée de vie. Voilà. Et je pense que c'est un témoignage qui m'a servi beaucoup, c'est que je vous en fais profiter si vous le désirez. Question encore peut-être, oui. Ça va. Jean-Pierre Van Arenberg, société Eurobot. Nous connaissons les grands fabricants de robots que l'on trouve dans l'industrie, mais en termes de cobots, est-ce qu'il y a des sociétés qui seraient un petit peu plus françaises qui font ce genre de produits également? J'en serais plutôt pour répondre. Alors oui, de façon assez emblématique, alors pas forcément française, on va dire helvético-française de Stomy a sorti, on va dire, sa génération de cobots. Et derrière, dans l'assistance au jet, nous avons des sociétés comme Hervé 3D par exemple, qui industrialisent des cobots justement pour assister l'opérateur sur la pénibilité de tâches, au portage de charges lourdes et au piège de trajectoire. Donc, vous avez aussi la société Sarrazin qui commercialise ce genre d'équipement pour des volumétries beaucoup plus grandes de pièces. Donc oui, nous avons des techno-providers aujourd'hui qui sont capables de fournir, on va dire, des cobots différenciés par rapport à ce qui se fait à l'étranger et qui servent des métiers aussi dont on a vraiment besoin en France. L'objectif, c'est de garder le lead là-dessus, parce que vous êtes bien placé. Exactement, voilà. Ce sont des sociétés aussi qu'on accompagne. Et donc derrière, l'objectif de la France est bien entendu de se réactualiser et de restaurer sa compétitivité industrielle, et aussi finalement d'exporter sa technologie. Donc c'est-à-dire en gros d'exporter ses produits, mais d'exporter